Bien, si vous le voulez bien, nous allons démarrer notre matinée. Matinée consacrée à l'intelligence artificielle en formation. Beau sujet, je pense, qui attire les foules, comme vous le voyez. On est ravis de vous recevoir pour cette matinée. Merci d'être avec nous. Donc, je me présente, je suis Philippe Gilles, je suis cofondateur du cabinet de conseil en innovation dans la formation qui s'appelle ILDI. Et on aura le plaisir de passer cette matinée ensemble et puis à l'occasion de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons faite en fin d'année dernière sur l'impact de l'IA en formation. Voilà, sans plus attendre, je vous présente nos premiers intervenants qui ont le mérite de démarrer cette matinée avec nous sur le beau sujet de la révolution de la formation grâce à l'IA. Je vous présente Florian Larbalestier, directeur du pôle conseil et ingénierie chez Quark Éducation. Bonjour à toi. Bonjour également à Stéphane Crisan, qui est le fondateur et CEO de Goodweights. Voilà, messieurs, sans plus attendre, vous avez la zapette, l'image, le micro. À vous de jouer et vous avez 25 minutes. Merci Philippe. Bonjour à tous et puis merci d'être venus si nombreux de si bon matin. Donc aujourd'hui nous allons parler de la révolution qui se prépare et qui est déjà en marche avec l'IA dans le milieu de la formation sous différents angles. Nous allons parler de la formation, se former à l'IA, quel impact ça peut avoir sur l'ingénierie, sur la conception et sur l'évaluation. Donc avant d'entamer le sujet, je crois que la zapette ne fonctionne pas. Ah, si on peut... Donc Alors, avant voilà, de démarrer le sujet, du coup elle va fonctionner. Voilà, c'est bon. Ok. Quelques mots sur Quark, si toutefois vous ne nous connaissez pas. Donc nous sommes une EdTech et un cabinet de conseil en ingénierie de formation. Nous avons des médias pour mettre en valeur les offres des différentes entreprises et écoles avec lesquelles nous travaillons. Nous concevons des supports de formation innovants, notamment de la réalité virtuelle. Nous organisons des sessions de formation dans le métavers et nous développons toutes sortes d'outils innovants. Et évidemment, nous avons, comme beaucoup d'autres entreprises, déjà intégré l'IA dans nos pratiques et dans les outils que nous proposons. Parce que, comme je vous le disais, la révolution est en marche, et ça, on peut le voir déjà avec ce petit graphique qui représente en fait les demandes en formation IA. Et vous avez en bleu clair les demandes individuelles et en bleu foncé les demandes qui émanent des entreprises. Donc, ce qui est intéressant, on peut voir qu'en fait, il y a déjà eu une prise de conscience d'abord par les gens eux-mêmes qu'il allait falloir se former à l'IA pour ne pas être dépassés. Et puis ensuite, les entreprises qui se sont dit, bah oui, on va peut-être avoir besoin aussi de former nos salariés à l'IA. La petite différence, c'est que quand c'est des besoins individuels, les gens ont envie de se former à un maximum d'outils à être le plus polyvalent possible, alors que les entreprises vont essayer de former les salariés pour automatiser vraiment des tâches particulières. Et donc ça, c'est une étude qui date de janvier 2025 à l'échelle mondiale et qui montre que 92 millions d'emplois vont être transformés, je dis bien transformés et non pas remplacés. Ça, c'est un point important parce qu'on voit que finalement, ce qui se dessine de plus en plus, c'est que l'IA va être complémentaire à l'humain et non pas remplacée. 59% de la population active devra développer de nouvelles compétences et plus de 120 millions de personnes devront faire évoluer leurs pratiques. Donc ça dépend évidemment des différents métiers qui seront plus ou moins impactés. Et les métiers de la formation le seront, font partie des métiers qui vont être impactés par l'IA. Nous, chez Quark, on a monté une cellule de veille sur les différents outils d'IA qui pourraient nous être utiles dans nos travaux d'ingénierie. Donc les différents travaux, analyse de référentiels, création de contenu, création de maquettes pédagogiques, création de quiz, voilà un petit peu le quotidien des ingénieurs pédagogiques. Et donc nous avons testé toutes sortes d'outils. Comme vous le savez, en ce moment, il y a une véritable effervescence. Donc on a des outils qui naissent presque tous les jours. Il y en a d'autres qui disparaissent aussi presque tous les jours. Donc il y a vraiment une offre pléthorique. Et bon, on a utilisé quand même beaucoup les grands LLM comme ChatGPT, Claude, mais aussi des outils vraiment spécifiques à des tâches précises qu'on peut utiliser en ingénierie pour la création d'images, pour la création de contenu pédagogique également. Et donc, notre premier critère d'analyse, c'était évidemment le temps. Et au niveau du temps,
ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même un gain de temps qui n'est pas négligeable. Donc si je prends par exemple en premier l'analyse de référentiel, qui est quelque chose quand même d'assez fastidieux, qui peut prendre jusqu'à une journée complète pour aboutir à une maquette macro, et bien là on gagne 4 fois, on met 4 fois moins de temps avec l'IA. Alors évidemment, en travaillant bien ces prompts, en réfléchissant vraiment à optimiser, pas simplement en faisant une requête vague, mais en tout cas on peut aboutir à ce gain de temps. Pour la création de maquettes pédagogiques, 5 fois moins de temps. Pour le matching avec des référentiels, parce que nous, on a beaucoup de contenu sur étagère. Hein, on a à peu près 1500 compétences issues des référentiels RNCP. Donc, souvent, nos clients viennent nous voir et ils veulent en priorité avoir des contenus sur étagère plutôt que de faire du sur-mesure. Donc, on nous demande beaucoup de matching. Et le matching, même chose, ça nous prend beaucoup de temps. Et là, on réduit le temps par 4. Rédaction de contenu de cours, réduction du temps par 8. Synthèse de documents, par exemple, si on prend l'exemple de 3 articles de presse qu'on veut synthétiser, eh ben on met 8 fois moins de temps. Voilà, 2 heures si un humain le faisait tout seul et 15 minutes quand on est assisté avec l'IA. Création de quiz, 16 fois moins de temps. Création d'illustrations, 24 fois moins de temps. Donc vous voyez, le gain de temps est quand même considérable. Par contre, évidemment, ce serait trop beau si... s'il n'y avait que cet élément à prendre en compte, mais il y a la qualité du rendu. Si on n'est pas exigeant, on peut dire bon, bah, très bien, on a un gain de temps formidable, continuons comme ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, vous le savez tous, vous avez tous certainement testé, même en s'y prenant très bien, l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas forcément infaillible. Ou en tout cas, il faut que ce soit intégré à un outil qui est très très bien paramétré pour que ça le soit. En tout cas, nous, dans nos tests, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans les prompts qu'on fait, mais vraiment presque faire un prompt encyclopédique. On a un meilleur résultat quand on intègre des exemples, parce que sinon, voilà, si on n'effectue pas ce contrôle très précis, on va se rendre compte que le vocabulaire proposé par l'IA n'est pas toujours adapté, qu'il manque parfois des choses. Il y a aussi des hallucinations, hein, ce qu'on appelle les hallucinations sont des choses complètement hors contexte qui peuvent sortir. Et puis beaucoup de répétitions. Donc en fait, il faut vraiment dialoguer avec l'IA et puis faire beaucoup d'itérations. Et puis aussi pour gagner du temps sur des tâches qui reviennent régulièrement, en fait, l'idéal c'est de passer par un bot vraiment qui va être paramétré pour une tâche précise et qu'on va pouvoir réutiliser sans forcément à chaque fois redémarrer tout le travail qui a été fait initialement. Donc, je vous disais, pour accompagner cette révolution, un des piliers importants, ça va être la formation. Il va falloir absolument se former. Beaucoup de gens ont commencé à le faire. Nous, chez Quark, nous avons un organisme de formation qui est dédié à la pédagogie, qui s'appelle Digital Trainer, avec différents parcours qui sont inscrits au RNCP ou au répertoire spécifique, que vous connaissez certainement très bien, hein, FPA, formateur professionnel d'adultes, Mathieu, maître d'apprentissage et tuteur. Et nous avons un titre maison que nous avons déposé, qui s'appelle « Mettre en œuvre une pédagogie digitale et multimodale », qui existait déjà, qui cherchait en fait à aider les ingénieurs pédagogiques ou les formateurs à passer au digital. Et là, dans la nouvelle version qui va sortir en mars, évidemment, on a intégré tout ce qui est maîtrise de l'IA. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans ses pratiques en tant que formateur et qu'ingénieur pédagogique. Donc on a l'IA texte-to-texte, texte-to-image, texte-to-vidéo, et puis aussi apprendre à évaluer grâce à l'IA. Et là, Stéphane va pouvoir nous parler d'un outil formidable qui justement permet d'évaluer grâce à l'IA. Oui, très bien. Merci Florian. Oui, bah, écoutez, en effet, puisque nous avons créé Good Grades en partenariat avec Quark il y a 3 ans, et nous avons développé un assistant d'évaluation pédagogique basé sur l'IA. Alors notre vision, et qui s'est traduite par les grands services que rend cet assistant, d'une part, c'est de mettre le professionnel en situation de confort et de performance dans une activité qui, aujourd'hui, est une activité de frustration, de noyade, qui est source d'erreur. Donc, les 4 grands services que rend cet assistant sont les suivants. Tout d'abord, un gain de temps qui est manifeste. Hein. C'est un peu ce que disait Florian tout à l'heure en présentant son graphe. Donc les évaluateurs, les enseignants ou les formateurs gagnent énormément de temps
dans cette correction, puisqu'ils délèguent toute l'activité taylorienne à la machine, et eux, derrière, vont vérifier la qualité des restitutions, c'est-à-dire à la fois des évaluations et des commentaires. Voilà. On est un peu dans la même situation que le médecin, vous voyez, qui utilise une IA pour diagnostiquer des radios, hein, et qui, à un moment donné, va relire le diagnostic de l'IA et puis signer et engager sa responsabilité. Bien, là, on est dans cette phase-là. Alors, bien sûr, ce gain de temps fait que les délais de restitution vis-à-vis des stagiaires ou des étudiants sont extrêmement rapides, bien sûr. Et donc, les étudiants ont les retours, j'allais dire, presque à chaud, on peut dire, et non pas quelques semaines après, quand ils sont déjà passés à d'autres modules ou à autre chose. Donc le gain de temps, si vous voulez, qui est lié bien entendu au gain budgétaire, est manifeste. Mais ce n'est pas le seul, et je voulais insister sur le reste. Le second service, si vous voulez, c'est qu'on améliore ainsi, ce binôme, ce tandem, améliore notoirement la qualité des évaluations. On sait que les évaluations sont soumises, comme toute activité humaine, à des biais qui sont liés aux facteurs humains. Je ne sais pas si vous avez jamais corrigé des tas de copies, hein, puisque c'est un peu comme ça que ça se présente dans la vie quotidienne des formateurs. Mais si vous êtes fatigué, vous ne corrigez pas de la même façon, vous ne corrigez pas de la même façon le mardi que le lundi, etc. Quand vous corrigez des bonnes copies derrière, ben, vous allez être plus exigeant, et réciproquement, vous avez les irritations. Bref. Tous ces biais-là ont été largement commentés dans des études. Ils ont un nom savant pour ça, ils appellent ça la docimologie, hein, mais dans des études qui existent depuis très longtemps. Et l'avantage de la machine, c'est qu'elle corrige de la même façon, qu'elle évalue de la même façon, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures sur 24, pardon. Et donc, en ce faisant, la qualité forcément et le côté éthique et la justesse de cette activité redevient au rendez-vous. Et ainsi, on peut sans rougir envoyer les commentaires aux uns et aux autres. Et enfin, il y a quelque chose qu'un être humain ne peut pas faire, tout simplement pour une question de volume, c'est que la machine va rédiger des commentaires pour chaque copie de chaque étudiant. Voilà. Et ça, si vous voulez, quand je dis des commentaires, ce n'est pas simplement quelques mots, mais ça peut être des commentaires qui peuvent aller jusqu'à 200, 300, 400 mots, hein, s'il s'agit d'une étude de cas. Et donc là, on va renvoyer aux stagiaires un vrai bilan pédagogique. Et donc on redonne, si vous voulez, toute la valeur de cette activité d'évaluation qui est un moment phare où le stagiaire ou l'étudiant fait un point sur son activité et peut même essayer de voir quels sont ses axes de progrès sur lesquels il doit continuer à travailler. Et enfin, on va libérer le formateur ou l'enseignant de cette charge de travail et de cette noyade et lui permettre d'être créatif. D'être créatif comment ? C'est-à-dire qu'il va pouvoir écrire des consignes d'évaluation à la machine comme il veut, insister sur le respect des fautes d'orthographe s'il a envie, sur le fait qu'il faut renvoyer à chaque étudiant ses axes de progrès en termes d'acquisition de compétences, sur le fait qu'il faut bien noter l'originalité des copies. Et la machine derrière va prendre en compte ces consignes pour les appliquer à son évaluation. Et ça, c'est de la créativité que l'enseignant ne pouvait pas faire avant. Vous voyez, donc, et là, on élargit vraiment le panel du savoir-faire pédagogique. Et c'est en ce sens où je dis où le professionnel non seulement prend du confort, mais de la performance dans son activité. On peut peut-être changer de... Ah, c'est moi qui l'ai. OK, excuse-moi. Voilà, donc je vous ai parlé un peu des avantages. Il y a bien sûr, au-delà de l'individualisation dont je viens de vous parler, le fait qu'on va stocker dans une bibliothèque d'examens, bien sûr, tous les examens qui concernent l'établissement, le campus, l'université d'entreprise, etc. Voilà, donc je vais passer assez vite là-dessus. Il y a différents cas d'usage. Oui, alors les cas d'usage, c'est important. Alors bien sûr, on n'a pas repris les QCM que tout le monde fait aujourd'hui, mais on s'est intéressé au cas d'usage suivant. Donc on est sur du texte, mais on est aussi, on peut évaluer des podcasts audio.
et des vidéos. Donc ça, c'est intéressant parce que certains de nos partenaires qui avaient l'habitude de faire des évaluations orales commencent à expérimenter des choses avec nous sur le sujet. Alors, on peut évaluer, bien sûr, des examens, du contrôle continu, etc. On peut faire du training étudiant avant examen. On fait ça aussi avec certains de nos partenaires. Et bien sûr, les textes ou les contenus peuvent intégrer des formules scientifiques et on fonctionne en anglais et en français. Et on est en train d'étudier sur le fonctionnement sur d'autres langues, bien entendu. Alors, on peut utiliser la plateforme telle qu'elle existe et on est prêt à vous recevoir au stand Quark pour vous faire des démonstrations, bien entendu. Mais on peut aussi tout simplement se connecter par LTI ou API avec les systèmes d'information qui sont utilisés, les LMS qui sont utilisés par les OF ou les établissements d'éducation, de façon à maintenir une UX homogène à ce que les gens ont appris jusqu'à présent. Voilà, donc ici vous avez un petit slide que je ne vais pas commenter, si vous voulez, sur la valeur, bien sûr, ajoutée en termes économiques, puisqu'il y a gain de temps, donc forcément il y a des gains budgétaires. Alors pour certains établissements, c'est un gain budgétaire en tant que tel. Pour d'autres, c'est un gain de temps et donc on va permettre à l'enseignant de travailler sur autre chose. Il se libère d'une tâche finalement qui n'avait pas beaucoup de création de valeur pour pouvoir faire une vraie ingénierie pédagogique et c'est un plus. Et puis ici, vous avez 2 études de cas, donc une qui a été faite en marketing où on a, pour vous montrer que les écarts entre les notations du prof et les notations de la machine sont très minimes. Là, vous voyez, on est à inférieur à 1 point sur un barème à 20. Ici, on est plutôt en stratégie sur un niveau master où on a aussi des écarts qui sont des écarts moyens qui sont très faibles. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. Je pourrais répondre à vos questions durant la séance et aussi vous accueillir puisque je suis là aujourd'hui sur le stand Quark. Et pour aussi vous faire part des retours d'expérience que l'on a qui sont très intéressants parce que, si vous voulez, on apprend tous ensemble. Juste le dernier mot, et je cède la parole à Florian, c'est que la plateforme a été conçue par des formateurs et des enseignants, bien sûr, hein, et non pas par des techs de l'IA. Voilà. Merci. Alors rapidement, je vais conclure avec un dernier outil que l'on a conçu et qui permet de produire des contenus de formation en vidéo, en micro-learning. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait à un besoin. Côté apprenant, en fait, la consommation de la formation a beaucoup évolué. Vous pouvez le voir, en fait, déjà dans les transports, on passe énormément de temps sur nos téléphones. Donc la micro-vidéo, c'est un moyen utile pour transmettre de l'information et aller au-delà, c'est-à-dire former. Et puis, finalement, il y a un besoin aussi de garder de l'humanité. C'est pourquoi, en fait, vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration. Ces vidéos mettent toujours en scène des êtres humains. On reste dans quelque chose qui permet encore de véhiculer de l'émotion et pas partir dans du digital complètement impersonnel. Voilà. Côté concepteur, ça répond aussi à un besoin de rapidité de réalisation, de travail en mode collaboratif, parce que cet outil, c'est ce qu'il permet, en fait, c'est-à-dire que c'est un outil qu'on peut utiliser de façon autonome, mais aussi en équipe, où chacun a vraiment un rôle dans l'incrustation des images, dans le choix du texte à faire apparaître, dans les différentes étapes, en fait, d'une digitalisation de contenu. Et puis la co-conception peut se faire avec nos équipes d'ingénieurs pédagogiques pour acquérir les bonnes pratiques et s'assurer de produire un micro-learning efficace. Voilà, et côté éditeur de contenu, ça permet aussi de faire une économie à grande échelle parce que qui dit gain de temps dit économie. Et puis une ouverture à l'international parce que grâce à l'IA, l'IA intervient à différents points sur cet outil, mais grâce à l'IA, on a aussi une traduction qui est possible dans une vingtaine de langues pour ces contenus et ça se fait, alors au marketing on dira en un clic, en réalité ça prend un tout petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais très très accessible et très facile par rapport à ce qu'on ferait en digitalisation classique. Et ça permet de faire des contenus aussi brandés, donc à l'effigie de l'éditeur. Bienvenue au Salon Learning et Technologie 2025. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'il y a non, il y a une vidéo et par contre, on devrait avoir le son. Voilà. Voilà. BlendGen is a collaborative tool that brings together the expertise of each professional to create microlearning videos.
En solo 3 clics, tu vídeo estará listo. Ahorrará un 70% del tiempo necesario para la creación de sus materiales pedagógicos. Создайте или выберите аватар, дублируйте свои учебные курсы на более чем 25 языках и повысьте запоминаемость информации в 3 раза. 立即了解 GramJack 彻底改变您的培训内容。 Voilà, donc vous pouvez voir à l'image un de nos collaborateurs, qui est le product owner, et je peux vous garantir qu'il ne parle que français. Donc voilà, c'est ce que cet outil permet. Et de créer très très rapidement, très facilement, donc du micro-learning avec des collections par thématique, donc pour tout ce qui est fond d'écran. Là, on vous a mis quelque chose de très simple pour la démonstration. On peut ajouter des ressources diverses, vidéo, images, audio, vecteurs, des templates prêts à l'emploi où on peut les créer sur mesure pour vous. Et puis voilà, les différentes étapes, on choisit l'acteur de sa vidéo. On peut aussi se faire digitaliser soi-même si vous voulez apparaître en vidéo. Dans ce cas-là, il faut venir dans nos studios et ça se fait très rapidement. Et après, vous avez votre propre avatar. Le choix de la langue et de la voix aussi. Ensuite, les étapes de montage qui sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études spécifiques pour le faire. Et on télécharge sa vidéo en MP4 pour faire son micro-learning. Donc voilà, BlendGen, c'est un gain de temps. Et puis la démocratisation de la création de contenu, parce que c'est une interface qui est facile à prendre en main et c'est un outil qui est collaboratif. Voilà, et donc pour conclure, on parlait d'une révolution de la formation par l'IA. N'oublions pas qu'il y a eu une première grande révolution en fait, dans la formation qui est la digitalisation de formation. Et finalement, ce qu'on se rend compte, je vous ai mis un petit historique, on est parti quand même du CD-ROM et puis aujourd'hui on fait de la VR. Et finalement, l'intelligence artificielle ne va pas venir contredire tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et au contraire, on se rend compte que ça va venir amplifier cette première révolution qui était la digitalisation de formation, en la rendant plus facile, en permettant d'être plus précise et d'optimiser vraiment les résultats auprès des apprenants, notamment dans la prise en compte aussi de l'accessibilité, tous les troubles 10, tous les handicaps qui peuvent freiner à la formation. Et l'IA va permettre de produire des contenus vraiment beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus facilement. Et finalement, donc, comme je vous le disais, accentuer ce phénomène de digitalisation de la formation. Voilà, merci à vous. Merci à vous, messieurs. Des questions dans la salle, s'il vous plaît? J'en ai une ici. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur l'outil d'évaluation. Donc, le formateur se sert de l'IA pour aider à la correction, mais il arrive que des étudiants se servent aussi de l'IA pour rédiger les examens ou les études de cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils tels que ceux que vous avez développés sont capables de reconnaître un travail déjà réalisé par une IA pour dire désolé, zéro, tu n'as rien fait? Je vous remercie de la question. Et vous prêchez un convaincu, parce que moi j'ai une petite trentaine d'années dans l'enseignement supérieur, donc j'ai été habitué à ce genre de comportement. Alors, bien entendu, c'était dans notre préoccupation depuis le départ. Et nous avons fait un partenariat avec une société qui fait du proctoring, capturing, anti-plagiat, anti-IA. Et en effet, nous avons fondu nos deux services. Nous sommes en train de terminer les API. Et à partir du mois d'avril, on aura en effet les services anti-plagiat, anti-IA, capturing et proctoring, avec une solution très légère. C'est pour ça que j'ai sélectionné le partenaire. Une solution très légère qui n'est pas du tout intrusive et qui nous permet d'avoir une bonne sécurisation sur ce type de comportement. On va observer pendant l'examen où a été l'étudiant, sur quel site, etc. Donc en particulier s'il va sur la GPT, Claude et DeepSeek maintenant, vous savez, eh bien on le verra aisément. Et puis par un jeu de rapport de synthèse qu'on en renvoie au jury, eh bien on peut en effet désigner les comportements litigieux et à ce moment-là faire un focus sur la copie. Une question ici? Bonjour, Madame Thir. On a un centre de formation en langue et le plus gros temps que passent nos formateurs, c'est sur la correction. Jusqu'à combien de langues vous allez?
Alors aujourd'hui, on fonctionne en 2 langues. On est en train d'étudier et de mettre au point l'espagnol et on va développer derrière. Pour tout vous dire, on est en veille permanente sur la technologie. Vous avez bien vu l'actualité de cette semaine. Et donc, on ne s'interdit absolument pas de changer de moteur dans notre agrégateur de LLM, ce qui fait que je pense que dans les mois à venir, on aura un panel de plusieurs langues. En tout état de cause, on peut, si vous le souhaitez, expérimenter et puis en parler avec vous, parce qu'en effet, vous êtes dans des cas d'usage qui sont très énergivores. Merci, je suis désolé, mais on est obligé d'interrompre maintenant cette première conférence de la matinée. Merci messieurs, merci beaucoup de cet apport. Et je vous propose de rejoindre ces messieurs sur le stand de L52 si vous le souhaitez pour approfondir la discussion. A tout de suite pour la conférence suivante.